Nous allons démarrer cette première session en notant que c'est une journée exceptionnelle, puisque pour cette 18e, je crois, session des rencontres économiques, c'est, je crois, la première fois qu'une session commence légèrement en avance. Et je rapproche ça d'un événement considérable qui s'est passé ce matin à la SNCF, c'est que notre train est arrivé légèrement en avance. Je pense donc que, comme l'a dit Jean-Hervé Lorenzi dans sa présentation, c'est une période exceptionnelle. Une période exceptionnelle dont on va parler avec 4 invités. Un représentant bien sûr du Cercle des économistes, Patrick Artus, qui, comme c'est la tradition ici, fera le propos introductif de cette session consacrée aux métamorphoses du monde. Nous aurons également à cette session 3 orateurs. Oli Ezekvili, qui est une des principales intervenantes dans l'univers des grandes ONG. Oli Ezekvili a été une des fondatrices de Transparency International. Elle a été dans son pays, le Nigeria, ministre des Ressources minérales et également ministre de l'Éducation. Oli est aujourd'hui à l'Africa Economic Development Policy Institute et Oli connaît le Shrine. Le Shrine, la boîte de nuit. Oh! Mais Oli n'était pas. Mais Oli n'était pas au Shrine avec Emmanuel Macron il y a 2 jours. Le Shrine, écoutez quand même, franchement. Bon. À côté d'elle, Yu Hua. Vous êtes vraiment très indiscipliné, vous allez voir. Je vous assure, j'appelle Jean-Hervé. Hein. À côté d'elle, Yu Hua. Yu Hua est un écrivain chinois extrêmement célèbre dans le monde entier, dans son pays également. Yu Hua a écrit plusieurs ouvrages, dont 2 qui sont célèbres, encore une fois, dans le monde entier. Brother, qui a été son premier ouvrage, qui a été très largement traduit, et Vivre, plus récemment, traduit dans 42 langues. Je lui demandais tout à l'heure combien d'exemplaires il avait vendus dans ces très nombreux pays, plus de 42, puisque c'est traduit dans 42 langues, et en particulier en anglais, donc beaucoup de pays de vente, et il ne le sait pas. C'est vous dire qu'il en vend énormément. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a vendu 2 millions d'exemplaires de son premier livre, Brother, et qu'il a vendu 10 millions d'exemplaires de Vivre, qui a donné lieu ensuite à un film. Et je suis sûr que ça évoque beaucoup de choses à beaucoup d'entre vous. Et puis Olivier Blanchard, qui est économiste, qui est évidemment très connu de tous ceux qui s'intéressent à l'économie, qui a été pendant très longtemps le conseiller économique et directeur de la recherche économique du FMI, et qui aujourd'hui est économiste au Peterson Institute for International Economics. Voilà, nous allons commencer avec Patrick Artus. Vous connaissez la règle, c'est un membre du Cercle des économistes qui introduit et qui ensuite fait une rapide conclusion pour essayer, ainsi que nous l'a lancé comme défi Jean-Hervé, de trouver, on l'aidera bien sûr, 1 ou 2 propositions à l'issue de cette session. Patrick. Merci Nicolas, bon après-midi à tous. Je vais évidemment parler comme économiste, hein, et nous aurons des approches assez différentes après avec les autres personnes qui sont dans ce groupe ici à la tribune. Et je voulais pousser la communauté des économistes et peut-être des décideurs de politique à de la modestie, comme l'a fait Jean-Hervé tout à l'heure, par rapport à la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc ce qu'il me semble, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons à peu près aucune idée de ce qui va se produire dans les 5, 10 ou 20 prochaines années, dans un grand nombre de domaines, et que nous sommes à peu près radicalement incapables de prévoir correctement ce qui va se produire. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans une liste qui n'est pas du tout limitative. D'abord,
quelles seront les conséquences des développements technologiques, les robots, l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on aura du chômage de masse, comme le disent certains? Est-ce qu'on aura du loisir de masse, comme le disent d'autres, puisque les robots feront le travail à notre place? Est-ce qu'on aura un très grand changement de la nature des emplois, de beaucoup d'emplois étant remplacés par les robots et d'autres apparaissant? Est-ce que ceci va nous sortir de la faible croissance qu'on a décidé d'appeler stagnation séculaire ou pas? Et je crois que nous ne savons pas. Nous ne savons pas à quoi ressembleront les marchés du travail. Nous ne savons pas si la croissance va revenir grâce au progrès technique ou pas. Deuxième sujet, c'est celui de la finance. Christine Lagarde, il y a quelques semaines, a tiré une sonnette d'alarme sur le niveau d'endettement. Curieusement, nous soignons les crises de la finance et les crises de la dette par un supplément d'endettement, ce que normalement la médecine de base devrait réprouver. Et ceci, évidemment, fait peser sans doute le risque que les crises futures de la finance soient pires que les crises dont lesquelles nous sortons. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous devons nous attendre à des crises de la finance pires que celles de 2008? Troisième sujet, bien sûr, tout le monde l'a à l'esprit aujourd'hui, les relations internationales. Je crois qu'il y a deux modèles assez différents qui sont en train de s'affronter. Il y a un modèle américano-chinois, qui est un modèle qui est assez domestique, où les deux pays pensent qu'ils peuvent croître sur leurs propres ressources, sur leur propre marché intérieur, qui n'ont pas forcément besoin de négocier avec les autres pays. Et il y a le modèle européen qui était traditionnellement beaucoup plus ouvert, qui est un modèle intégré dans le multilatéralisme, avec une économie dépendante de celle du reste du monde. Donc est-ce que l'Europe peut résister à un retour à une économie plus fermée? Prenez un pays comme l'Allemagne, par exemple, c'est un pays dont la croissance a été tirée par sa capacité à exporter massivement. Est-ce que ce genre de capacité existe encore dans le futur? Et puis bien sûr, l'Europe elle-même n'est plus du tout unie. Il y a un éparpillement de la pensée et des idéologies à l'intérieur de l'Europe qui s'éclate avec les nationalismes, avec des vues économiques très différentes. Est-ce que ceci permet à l'Europe de peser en face des deux autres? Quatrième sujet, évidemment, de tout ça, est assez banal, mais finalement important, c'est le climat. Comme vous savez, aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire de hausse de 4 degrés de la température de la planète à la fin du siècle, c'est-à-dire le double de ce qui avait été annoncé. Nous ne voyons aucun signe que ceci soit corrigé, et donc peut-être faut-il s'attendre à ce qu'effectivement la température augmente de 4 degrés, ce qui fait qu'il faudra mettre sur pilotis l'amphithéâtre dans une vingtaine d'années pour ne pas être dans l'eau. Et est-ce que ceci est acceptable et comment gère-t-on ce genre de difficultés? Puis cinquième et dernière, évidemment, grande incertitude, c'est la question des migrations, et bien sûr ça pose la question de l'Afrique. Vous savez que centralement, la question des migrations, en tout cas en Europe, sera liée à la capacité de donner une croissance inclusive à l'Afrique. Il y a certains signes qui sont encourageants sur la croissance de l'Afrique en ce moment. Certains signes sont moins encourageants sur la gouvernance. Et donc, est-ce que l'Afrique sera capable d'absorber? Normalement, on pense que quand il y a ce qu'on appelle un dividende démographique, c'est-à-dire une population au travail qui croît plus vite que l'ensemble de la population, on croit que c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que l'Afrique sera capable de tirer profit du dividende démographique et de stabiliser sa population? Et alors, je pourrais continuer. Donc, mon point est de dire, nous ne savons rien de tout ça. Demander à un économiste ce qui va se passer sur le climat, la croissance, la finance, les relations internationales, le commerce, la technologie, il n'en sait rien en réalité, et les écrits des économistes partent dans toutes les directions. Alors que doit-on faire? Puisque nous devons formuler des propositions, donc puisque Jean-Hervé en a demandé 2, j'en donne 4. Que doit-on faire? Jean-Hervé fera le tri avec... vous savez que la déclaration finale est prête depuis 6 mois, donc vous voyez que tout ça va aller très bien. Premièrement, il faut être conscient des risques. Et je ne suis pas sûr que l'ensemble des gouvernements, des hommes politiques ou des grandes entreprises sont conscients des risques. Et c'est sans doute le travail des ONG, des économistes, de montrer qu'il y a des risques. Que peut-être le climat, la température va augmenter de 4 degrés, que peut-être il y aura des crises financières affreuses, que peut-être on n'aura plus du tout de croissance, et que peut-être on va vers un protectionnisme majeur, etc. Et que peut-être l'Afrique ne pourra pas stabiliser ces jeunes, et que ces jeunes essaieront de trouver une meilleure vie ailleurs. Donc il faut être conscient des risques, et donc il faut que, en tout cas si nous voyons que certains gouvernements n'ont pas l'air de comprendre qu'il y a ces risques, il faut que d'autres passent ce message. Deuxièmement, c'est un défi pour les économistes. Comment travaille-t-on, nous économistes, quand on ne sait pas ce qui va se passer? Alors évidemment, on peut explorer des hypothèses, on a du mal à utiliser des modèles, et on a beaucoup de mal quand les politiques économiques ne sont plus rationnelles.
Prenez l'exemple Trump, on sait que le protectionnisme aux États-Unis c'est une mauvaise idée, hein, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, sauf Trump. Et malheureusement, c'est lui qui signe les executive orders et pas nous. Hein. Et donc, quand le Brexit est d'une irrationalité absolument totale. Donc, que font les économistes quand il se produit des événements aux conséquences potentiellement catastrophiques et irrationnelles? Alors ça, c'est pas une proposition. Alors, troisième sujet, je finis rapidement, il faut prévoir ces risques. On peut plus travailler comme on le faisait dans le temps. Vous savez, on faisait des prévisions de dépenses publiques, d'équilibre de système de retraite en disant on va avoir 1,8% de croissance dans les 10 prochaines années. Mais ça, on peut plus travailler comme ça, parce qu'on ne sait pas si on aura 1,8% de croissance. Le scénario le plus probable est lui-même très peu probable. Donc il faut se préparer aux risques majeurs. Est-ce qu'on est préparé au mouvement de démographie et de population qui serait lié aux risques climatiques? Est-ce qu'on est préparé à la prochaine crise financière? Est-ce qu'on sait d'où elle va venir? Ça sera probablement plus les banques, hein, puisqu'on a traité ça, mais il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas traitées. Est-ce qu'on est préparé à la disparition des emplois intermédiaires à cause de l'intelligence artificielle? La réponse est non. Hein, nous ne nous préparons pas aux risques majeurs et nous n'avons pas de réponse de politique ou de politique économique qui soit convenable hein, face à la possibilité de ces risques, puisque nous travaillons toujours de la même manière, qui est de dire quel est le plus probable et travaillons dans cette hypothèse. Et puis la dernière chose, dans un monde, quatrième propos, enfin je sais pas si c'est une proposition, dans ce monde où il y a des pays qui sortent du jeu, hein, qui font des choses irrationnelles et destructrices pour les autres, je crois qu'il faut travailler de façon beaucoup plus flexible. Alors on a eu un débat entre les membres du cercle pour savoir s'il fallait revitaliser le G7, le G20, le G10, l'OCDE. La réponse est non, c'est non revitalisable. Il y a des pays qui sont sortis du jeu, qui veulent plus être dans ces instances-là, qui veulent plus coopérer, qui ont des stratégies strictement individuelles. Évidemment, les États-Unis sont un exemple. On peut poser la question de la Chine et aussi d'autres pays, du Royaume-Uni. Et donc, je crois qu'il faut que les pays qui ont envie de travaillent ensemble d'une façon flexible. Donc, il faut sortir sans doute des cercles habituels et refabriquer des coopérations un peu souples entre ceux qui veulent travailler ensemble. Donc, les pays qui veulent travailler pour le climat travaillent pour le climat, que les pays qui veulent maintenir un minimum d'organisation du commerce le fassent, et que ceux qui ne veulent pas en être n'y soient pas. Donc je crois qu'il va falloir refabriquer des groupes un peu souples de gens de bonne volonté qui veulent continuer à coopérer. Voilà, Nicolas, ce que je pense que nous avons à dire, et je crois que c'est un message de modestie, c'est-à-dire, on est sans doute à une époque, il y a toujours eu des incertitudes et des risques, évidemment. Hein. Un an avant la grande crise de l'Asie, les économistes de l'OCDE qui suivaient l'Asie avaient dit que rien ne pouvait se passer de mal en Asie, tellement les économies étaient solides. Hein, et un an après, on avait une crise abominable. Donc le métier d'économiste est là pour que les gens se trompent. Mais et comme disait Jean-Claude Trichet, la meilleure prévision du futur, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais honnêtement, je crois que jamais la liste des choses que nous ne savons pas bien et que nous devons éclaircir n'a été aussi longue, et c'est quelque chose qui est assez perturbant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Patrick. Je vais passer la parole à Oli Azegbeli, qui va d'ailleurs pouvoir sûrement répondre à la dernière remarque ou aux dernières remarques qui ont été faites par Patrick Artus. Patrick disait qu'il faut travailler de façon plus flexible entre pays, qu'il faut avoir des géométries variables, si je traduis ça en langage bruxellois. Et vous, Oli, vous pensez que le monde ayant radicalement changé, la structure, les institutions, la gouvernance mondiale est désormais inadaptée et qu'il faut donc la changer, n'est-ce pas ? Well, thank you so very much, and I want to thank the organizers for inviting me to be a part of this very important discussion. I want to start further by saying that I am so glad to hear the economists admit that we are at the place of humility. It is extremely important for us to enter discussions about uncertainty being humble. Every time that I see people who have mechanistic solutions to the problems of the world, I get worried. And so it's a good place to be.
The first thing to state is that I know that it is easier to deal with risks than it is to deal with uncertainty. And so when you know that, where do you start from with uncertainty? I believe that the best way to start with is to start with the things you know in order to work your way to the things you don't know. One of the things that I know as far as this topic is concerned is that we actually, as a world, have not done as badly as used to be the case in terms of the production of human prosperity. Economic prosperity has been the best that we have seen in other centuries. That's one. The drivers of the economic prosperity that we have seen show clearly that the evidence is on the side of capitalist systems of distribution and allocation of resources to enable efficiencies. However, what we also now know is that there are limits to capitalism, and that those limits to capitalism must get the attention of the defenders of capitalism. And number three is that it is not going to be those who don't like the capitalist system that can change and adapt what we have to a more inclusive, socially cohesive approach. It is going to be the business of the capitalists. Otherwise, we're going to imperil everyone who is part of the world that we live in. Number four thing that I'd like to state clearly is that the defenders of capitalism need a huge dose of humility. I happen to be one of the defenders of capitalism. I believe in capitalism. I do not think that any other system of government has produced better than capitalism. Capitalism produces its own misery, but the misery cannot in any way be compared with the misery that other systems that will remain nameless from me have produced in the world. Having said all of this, I think that a key issue in our world today is inequality. Inequality across borders, inequality within countries. How do we address these unequal opportunities? Because the difference between those who think that the world is in a good place and those who feel like the world is not in a good place is a matter of access to opportunity. Now, if access to opportunity is the issue, one of the things we do know is that we have been able to create greater access to opportunities by acting together more than we have done acting alone. And so this latest idea of protectionism and nationalism that is gaining resonance around the world is an indication that people must have the necessary conversation that is driven by evidence. What is the evidence-based approach that those who have studied the field of economic prosperity have presented to the larger audience of people? Citizens are disconnected from a lot of the knowledge of why the prosperity that they have even enjoyed happened in the first place. There is a lot of knowledge asymmetry, information asymmetry in terms of how policies enabled the good life that people have had. What shall we do about that? The other item that I would like to place on the table is that whereas the world that we see is undergoing serious disruption with technological disruption, the governments are not rapidly adapting as they should. Governments have to lead the process of this conversation, but they have to lead differently from the traditional way that governments operated in the past. Number four item is that we now realize that industrial policies and education have to take a totally, radically different approach. Who is helping to midwife that conversation? The adaptation of skills that workers are going to need because of the major shift in labor
in the labor market is part of the political context for discussing policy choices. But my fifth point, because politicians prefer the short term and the expedient to that which is costly to their political career, they are unable to mobilize society to have the right kind of candid questions and answers. Ladies and gentlemen, the truth be told, the truth is tough to accept. Maybe the French are different, but I know that in most societies, the truth is hard to sell. You can't get people accepting the truth because the truth is costly. Politicians and citizens alike must come to the place where the truth, no matter how costly it is, become the driver for defining a new normal. There is a new normal, my number 6 point. That new normal is a new normal that includes this vast array of the world of the robotics, of artificial intelligence, of simulation science, of data, big data, of Internet of Things, of blockchain technologies. All of these are part of our new landscape. That's our new normal. Let nobody deceive you. Some 60% of jobs in the OECD countries will be automated. When that happens, what kind of preparation of the population is government going to drive? That is so crucial, that is so important. Then my number 7 point is the inequalities across boundaries are creating the pressure for the movement and mobility of people into economies that are more advanced. Now, when that happens, there are fears. There are fears as to these strangers that don't share the same kind of values as we do. How do we deal with these challenges? Well, something to say to you is, it must be a sad situation for a person to consider the risk of dying in the Mediterranean while trying to cross it to be lower than the risk of staying at home. That's something to think about. If we thought of it that way, then we must understand that it is important for countries that are pushing their citizens to vote with their feet to get into a conversation on the necessity, the imperative for good governance. Without good governance in the countries where citizens are migrating away from, it is not going to be possible to keep people at home. Now, we are in a catch-22 situation, right? Because the ones who give bad governance have no incentive to give good governance. There's not been a consequence for not giving good governance, right? So what do we do in a catch-22 situation? We must work with the citizens. So much as it is in Europe, that the citizens have become the center of conversations, your politicians are not getting it yet. But in Europe, the citizens are simply doing a wake-up call for your politicians. Give it a couple of more years, and you are going to see exactly the level of pressure that citizens in other countries are bringing upon their political class. In our own environments where this pressure for good governance must be driven by the citizens, what it means is that the citizens are going to finally bring what I call a market of good governance, right? A market for good governance, because there's a supply side that has been functional and has not delivered, and it has acted as a monopoly. Now we're going to have to make that market a market of demand and supply. When the citizens put a pressure demanding for higher quality of governance, there is going to be a sharing of responsibility, and that will begin the process of giving societies where better governance happens, better policies are made, vibrant institutions, strong institutions happen, effective and efficient investments in basic services are done, and that can begin the process of removing the pressure that other countries feel right now from countries that are not doing as well as they should do. Thank you very much.
Merci beaucoup, Oli Ezekvezili. Deux questions, two questions, please. First, how long could be this process going to reaching a good governance for a few countries? How long is it, and how many chances we have to get it in a visible term? I think that nobody should be arrogant enough to put a date to when good governance would happen. The only thing, though, is that there is a strong appetite for it. In many of the countries on the continent of Africa, you're beginning to see the role that disruptive technology is also playing. A lot of the citizens now are part of the social networks, right? Because they are part of global social networks, they have seen that the business of development is not as complex as sometimes people make it seem. And that there are certain fundamental principles which, if you followed, you can actually run pretty good economies. And so citizens of many of these countries are putting the pressure on their political class. So the most important thing is that it has started, the pressure. You know, Philip, am I correct? Philip? Nicholas, sorry. I've just done a baptism for him. I'm sorry. You're correct. you know that for many years, the whole democratic process and culture was truncated in most of the African countries. But over time, democracy is growing on the people, and the people are understanding that they are half of the culture of democracy, and that is helpful for voice and accountability. So that, what we should do, as a matter of fact, what I think that Europe is missing, what I think Europe is missing is, Europe is missing the power in the people. Europe is thinking, let's talk to government. When we talk to government, we can get things done. But much more power is outside of government and now with the people. You talked about your president going to the shrine in Lagos. Shrine, yes. Hmm? Okay, so I think he was being very clever. He was being very clever. Usually, when a French president or any president at all visits Nigeria, they stay within scripted government-to-government engagement. What your president did was smart. What he did was to say, I'm going to go outside of government to government. He spent more time with regular people than he spent with the government systems. Why is that so? He understands that social networks are the basis upon which people are taking solutions and running with them. And he likes Afrobeat. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Oli. Vous avez eu raison de m'appeler Philippe, parce que j'ai pris ça comme une petite remarque. Comme j'avais écorché votre nom au début, vous avez bien fait. No. What did you say? No. Everything okay. I said that everything is okay. When you next call me Ezekwesili. Say it, Ezekwesili. Too difficult. The next challenge is to have a good pronunciation for Yu Hua. Yu Hua. Et donc, je vous le rappelle, un écrivain dont l'un des livres a été... J'ai l'impression qu'on entend assez mal. Could you get up? Could you switch off? Thank you. Yu Hua est un écrivain chinois dont un des premiers succès a été le livre Brothers. Brothers raconte, je vous le résume en 3 phrases, raconte le destin de deux jeunes Chinois. L'un qui est celui qui a du succès dans le monde communiste. Il a, m'ont dit son traducteur Angèle Pinault, qui est ici au premier rang, il a un vélo. Et le fait d'avoir un vélo dans cet univers-là est considéré comme une richesse immense. L'autre est un peu filou, il n'a pas grand-chose, et au moment où la Chine commence à s'ouvrir vers l'économie de marché, celui qui a un vélo reste dans ce système et reste
au fond, se sort petit à petit de ce système. Et celui qui est un peu filou arrive en devenant chiffonnier à s'enrichir et à devenir une des fortunes chinoises que l'on connaît et qu'on le voit s'épanouir aujourd'hui. Ce que raconte Yu Hua, et il va nous le dire, c'est l'évolution de la Chine, les changements de la Chine tels que Yu Hua les a vus. Yu Hua. 首先感谢法国经济学家联合会邀请我来参加这个活动。这是我第一次参加这样的会议，所以我写了一个发言稿。我怕说着说着就不知道说哪去了。我的发言题目是我经历的中国的变化。当我准备谈谈自己所经历的中国的变化时，眼前出现了很多条道路。 有些可能是主路，有些可能是岔路，而岔路重要性并不亚于主路。面对这张纵横交错的地图，我的难题是应该走上哪条道路，而且要在10分钟的时间里走完。困扰我的即使是选择了所有，我仍然无法描述出中国变化时的纷繁复杂，因为我只是一个人一个角度，我只能尝试尽快走完一条主路。 然后再去走几条岔路。我选择的这条主路与中国的历史有关。通常的观点认为，中国的帝制的朝代有18个，所以改朝换代在中国是一个家喻户晓的成语。这个成语里充满了血腥的气息。如果用一句话来总结中国的历史，就是建立一个朝代，推翻一个朝代，再建立一个朝代，再推翻一个朝代。 即使在同一个朝代里，只要社会出现变化，血腥的气息也就会弥散。在我58年的生活里，我经历了那个3次社会变化，每次变化都会出现官员的自杀率的大幅上升。第一次是文革，这是自杀规模最大的一次。毛泽东发动的这场后来被称之为浩劫的运动，让一大批共产党官员 一觉醒来，发现自己被打倒了，成为走资本主义道路的当权派，精神上和肉体上受尽折磨。其中一些官员选择了自杀。我生活的南方小镇上的这些官员，有的是上吊自杀，有的是喝农药自杀，有的是投井自杀。南方的井口很小，头往下跳下去，没有一丝生还的可能。一大批草根阶层的人在文革期间起初是造反派，后来成为了各级官员。 这批人的仕途短暂，随着毛泽东去世，邓小平复出，文革的结束让这批造反派出身的官员感到大祸临头。他们中间的一部分人认为自己的命运将和文革时期被他们整死的官员一样悲惨。第2次自杀高峰这时候来临了，这是造反派起家的官员们的自杀。他们没有遭受肉体的折磨，是心理的恐惧把他们引向了死亡。 我所在的小镇上有一位造反派官员是跳海自杀，他在自杀前抽了很多香烟，布满沙滩的烟蒂显示了他犹豫的心理过程。而第2次官员自杀的规模远远小于第1次，因为邓小平掌握政权以后没有进行政治报复，而是开启了改革开放，然后是中国30多年的经济奇迹。经济奇迹引发的副作用是环境污染、贫富差距和腐败丛生。2012年底，中国进入了习近平时代，加强了治理环境的力度和扶贫的力度，尤其是反腐，其规模之大，来势之猛，可以说是出乎绝大多数人的预料。第3次官员的自杀高峰也随之而来。那些在经济高速发展里中饱私囊的官员，开始真正领悟了中国的一句老话：出来混的总是要还的。一些有腐败嫌疑的官员察觉到自己正在被调查，自知难以逃脱，就以自杀的方式来结束，跳楼、卧轨、割腕和上吊，什么方式都有。慢一点，慢一点是吗？好的，Évidemment, le livre Brother fait 600 pages. Vous comprenez que. 我想在6分钟内念完。
这些官员只是处于被调查的阶段，尚未关押。官方公布他们自杀的原因时，统一使用了因精神抑郁所致，也有在戒备森严的看守所里自杀的。2009年11月，原重庆市高级人民法院审判委员会的副厅级委员吴小青，在看守所里用棉毛裤的裤腰绳上吊自杀。我讲述的这条主路好像令人不安，接下去我讲述的岔路会轻松一些。岔路的话题从佛教的寺庙开始。文革期间，寺庙被关闭，有些遭受了严重破坏。文革之后，破坏的被修复，寺庙重新开门。我记得上世纪80年代走进寺庙，经常看到2个圆形的铜香炉列在殿前，一个是发财的，一个是平安的。发财的香炉里香火熊熊燃烧，平安的香炉里香火奄奄一息。那时的中国刚刚改革开放，还很穷，对于大多数中国人来说，没有钱，平安也没有什么意义。现在中国富裕了，再走进寺庙去看看，平安的香炉里的火焰之旺盛，丝毫不亚于发财香炉里的火苗。有点钱了，平安就格外重要。今年3月，中国人大修宪取消国家主席任期限制，这在知识分子中间引起了很大震动。可是普通民众很平静。我了解到的情况是，普通民众大多认为这不是坏事。他们觉得在将来的10年或者15年里，中央政府的政策会有持续性和稳定性，而不是变来变去。简单说，他们感到这是平安。今天的中国，佛教的寺庙里人声鼎沸，香火不绝，而道教的道观里则是冷冷清清。几年前我问过一位道长，为什么中国本土的道教不如外来的佛教？这位道长简明扼要回答：佛教有钱，道教没钱。这个让我惊讶的回答，其实说出了中国社会的真相。钱或者说利益是文革之后中国社会的主要驱动力。上世纪80年代，中国有过几次学生运动，其高潮是1989年的天安门事件。不仅是学生，全国各地的市民也加入到游行的队伍里。当时人们上街游行是出于政治的因素，现在仍然有人上街游行，当然规模很小。这些被政府称之为群体性事件的游行，和上世纪80年代的游行完全不一样。现在的游行与政治无关，只是为了捍卫自身群体的利益。几年前，江苏省教育厅在其官方网站上发布信息，称本省的大学要增加给西部贫困地区学生的入学名额。于是引发了江苏省内准备高考的学生家长们的不满。这些家长认为这样会减少自己孩子入学机会。这些家长走上街头举行抗议。前些年上海退休职工的上街游行也是如此，他们担心上海的社保基金可能会流向贫困地区，从而减少自己的退休福利。最后的时间，我将尽快走完2条岔路啊，一条是革新之路，一条是怀旧之路。先说革新的，中国人在吸收新的技术和新的生活方式时没有任何障碍，适应的速度之快，令人感觉到新旧之间似乎没有距离。比如移动支付，短短几年时间，阿里巴巴的支付宝的 APP 和腾讯微信支付的 APP 差不多装载进了所有的智能手机，从超市的收银台到办理证件的收费窗口，从大商场到街边小店，只要有交易的地方，都有支付宝和微信支付的2维码放在显眼的位置。
人们从口袋里拿出手机，扫一下就轻松完成交易。我在写这篇演讲稿的时候，意识到自己在中国已经有1年多没有用过现金，也没有用过信用卡，因为手机支付太方便了。不少人上街时口袋里没有现金，也没有信用卡，一部手机就可以完成所有来自生活的需求。于是乞丐也与时俱进，他们身上挂着2维码，祈求过路的人拿出手机扫一下。用移动支付的方式给他们几个零钱。要知道，也就是30多年前，不少中国人出差时担心钱被偷时，是把现金藏在内裤里。那是最安全的地方，在内裤的内侧缝一个口袋，还会缝上纽扣。需要付钱时，手伸进去摸索一会儿，根据需要支付的金额。准确地抽出一张5角的或者一张1元的钞票来，因为钞票的大小不一样，女性都会去找个隐蔽的地方悄悄摸钱，有的男性大大咧咧会当着别人的面把手伸进内裤摸索，即使对面是一位或者几位女性也会这么做。这个动作要是在今天出现的话，很容易被指控为性骚扰。怀旧之路，让我想到了狗的眼睛。中国快速的城市化进程带来了很多问题，其中一个是农民上楼以后的问题，意思是农民的土地和他们的宅院被征用后搬进了政府作为补偿的楼房里。富裕地区的农民一家人可以换到3套4套房子，自己住1套，另外2套出租。也有的农民拿到大笔的现金补偿。城市化进程让不少农民一夜暴富，问题是他们如何融入城市？他们习惯的劳作方式失去以后，新的工作在哪里？有的开起了出租车，有的开了小店，有的无所事事，整天在家里搓麻将，还有的去赌博，输光了一切。每当一个拆迁农民集中居住的小区刚刚建好入住，流动的赌场就会闻声而来，因为那里的农民得到政府补偿后有钱了。流动赌场与警察玩起了捉迷藏的游戏，今天在这一家开赌局，明天的赌局转移到另外一家。那么在另一端又是怎样的情景？我所说的另一端，就是那些被征用后还没有拆除的农民的宅院。农民的习惯养狗，他们养狗是为了看家护院，不像城里人养的是宠物狗。当农民们搬进城市的楼房后，不需要狗来看家护院了，所以没有带走他们的狗。我因此看到了让人心酸的情景，在那些空荡荡的宅院里，这些已经没人照看的瘦骨嶙峋的野狗仍然守护着宅园。他们在宅院里跑上跑下，跑到高处时会向远处眺望，他们的眼睛充满期待，期待过去能够回来。谢谢大家。Merci beaucoup, Yuhua. Merci pour cette plongée dans la Chine. S'il vous plaît. Cette plongée dans la Chine et dans ces populations qui, pour une partie d'entre elles, espèrent le retour du passé. On va quand même essayer de voir ce qui peut se passer à l'avenir, même si, comme l'a dit Patrick Artus, nous ne savons rien de tout ce qui est devant nous. On va essayer avec Olivier Blanchard, et au fond c'est ça votre défi, Olivier, de voir ce que l'on sait. Il y a beaucoup d'économistes qui ont travaillé sur ces notions de known, unknown, et vous, vous avez également travaillé sur ces sujets. Alors, qu'est-ce qu'on sait et comment est-ce qu'on peut essayer de limiter les risques en prévoyant? Merci. Je suis très heureux d'être ici. Je vais commencer avec deux remarques. Je trouve l'intervention de Yuhua très importante parce qu'on réfléchit, nous, macroéconomistes et nous, journalistes,
en termes de planification centrale versus économie de marché, mouvement des paysans vers les villes, entreprises d'État ou entreprises privées. On réfléchit à un niveau d'agrégation qui perd toute cette substance qui était tellement forte et intéressante dans son intervention. Et je crois qu'il faut constamment avoir en tête que ce dont nous parlons, c'est des vies d'individus et que ça les affecte et que ce qu'ils sont prêts à faire détermine le succès ou l'échec des différentes réformes. Et j'ai trouvé l'intervention, bien qu'elle soit très loin du domaine dans lequel je travaille, tout à fait passionnante. L'autre remarque, c'est à quel point, malgré des itinéraires très différents, il y a une commonalité dans nos interventions, et je crois que ça va être clair dans la mienne, qui est frappante. Alors peut-être que Patrick a raison, mais au moins on regarde les mêmes choses, même si on n'a pas... je suis un peu moins pessimiste que Patrick, et j'y reviendrai. Donc, ce que j'avais pensé faire pour mon intervention, c'est pas c'était de laisser de côté les problèmes à court terme. Ils sont essentiels et malheureusement, il faut y penser, comme l'euro, comme le problème du commerce et de l'administration Trump, mais essayer de me pencher sur les risques à moyen terme qui me paraissent importants et auxquels il faut que nous réfléchissions. Et là, en effet, et ça rejoint assez ce que Patrick a dit, il y a cette remarque de Donald Rumsfeld qui me paraît très profonde. Et il dit qu'il y a deux sortes de risques auxquels il faut penser. There is the known unknowns, qui sont les risques qu'on comprend, dont on sait qu'ils peuvent arriver, et puis les unknown unknowns, qui sont les risques auxquels on ne peut pas penser, ou on peut penser, mais on ne sait pas très bien quelle forme ils vont prendre, et on est vraiment là dans la vraie incertitude. Et il me semble qu'en effet, on a de plus en plus de unknown unknowns. J'ai une longue liste, on n'a pas beaucoup de temps. On peut quand même l'aborder. On va l'aborder. J'ai choisi un unknown unknown et puis un known unknown qui me paraissent importants. Donc le unknown unknown, ce que j'ai choisi, c'est les réseaux. C'est les dangers qui viennent de développement des réseaux. Et maintenant, les réseaux sont omniprésents. Le système financier est un réseau très complexe. Les chaînes globales de production sont infiniment complexes. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., sont très importants. Et du point de vue analytique, mais du point de vue de la réalité, les réseaux ont des propriétés très complexes, très différentes des systèmes calmes et linéaires qu'on a l'habitude d'utiliser en économie. Donc je prends quelques exemples. Le premier, c'est qu'ils peuvent amplifier des chocs qui paraissent minuscules, peuvent d'un seul coup être amplifiés. Et ça, l'exemple le plus évident, c'est les 2 millions de views sur Facebook, sur iTunes qui se produisent en fonction des échanges entre les gens qui sont sur le système. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Le deuxième, c'est qu'ils peuvent révéler leur faiblesse uniquement quand ils sont sujets à un choc adverse très fort. Un exemple très simple, c'est pendant la crise financière, la plupart des institutions financières savaient pas mal de trucs sur leur contrepartie. En temps normal, c'est parfaitement suffisant. En temps fort, ce n'est pas suffisant parce que ce qui compte, c'est les contreparties des contreparties. Et donc, ils se sont trouvés dans une situation où ils n'avaient pas cette information. Et on peut largement expliquer ce qui s'est passé à la suite de Lehman en ces termes. Ils ont aussi des propriétés très intéressantes vis-à-vis des chocs qui peuvent les atténuer. Donc, par exemple, vous avez une entreprise qui fait faillite. Si elle a beaucoup de créditeurs, chaque créditeur a une perte, mais peut s'en sortir. Mais il se peut aussi que la faillite de la première entreprise crée une faillite de la deuxième entreprise et qu'il y ait un effet de domino. Et la marge entre les deux est assez faible. Prévoir exactement si ça va s'atténuer ou ça va s'augmenter et exploser est très difficile à faire. Et malheureusement, je crois qu'on est dans un monde où ces considérations sont de plus en plus importantes, qui rendent en effet le travail des économistes beaucoup plus difficile. Est-ce que c'est théorique? Non, vous avez tous des exemples de problèmes de réseaux qui sont mal passés. L'exemple que je préfère, c'est les inondations en Thaïlande il y a quelques années, qui avaient totalement créé des problèmes aux chaînes globales de production, largement au-delà de ce à quoi on se serait attendu. Alors la question, c'est en tant que macroéconomiste,
prévoir exactement ce qui va se passer est difficile, mais même si ça se passe, qu'est-ce qu'on fait? Si par exemple le système de paiement est, pour des raisons volontaires ou involontaires, suspendu ou détruit, qu'est-ce que fait la Banque centrale? Manifestement, il faut continuer à ce que la machine marche. Il faut réfléchir à comment donner des fonds à ceux qui en ont vraiment besoin, etc. Mais c'est une série de questions totalement nouvelles, beaucoup plus difficiles que les problèmes habituels de politique budgétaire, politique monétaire. Donc ça, c'était le premier. Unknown unknown. Non, on passe au non-unknown. Et là, et ça rejoint les interventions précédentes, je vais parler un peu de l'inégalité. Donc, c'est un fait que dans beaucoup de pays, mais pas tous, là je vais parler des pays avancés, en m'excusant vis-à-vis de Hobby, l'inégalité a augmenté. Alors la question c'est, est-ce qu'elle est inévitable? Patrick nous dit on n'en sait rien. Non, on en sait un peu tout de même. Il me semble que si on regarde ce qu'on sait aujourd'hui et ce qu'on peut prévoir, en l'absence de mesures fortes, l'inégalité va augmenter. Il me semble qu'il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est la globalisation, et ce n'est pas tellement le commerce international, c'est la taille, l'échelle des entreprises qui opèrent au niveau mondial. Amazon avec 300 millions de clients, Facebook qui a 2 milliards de membres. Les économies d'échelle sont gigantesques, les profits monopolistiques sont potentiellement énormes, et pour les gens qui se trouvent à la tête de ces entreprises ou qui sont des éléments importants de l'entreprise, manifestement, les revenus sont en rapport, et donc ça, je crois que ça explique beaucoup du 1%, et je pense que ça, à moins que on ait un protectionnisme très sévère et quelque chose qui va continuer. Donc là, ça, je crois que c'est... L'autre, c'est le progrès technologique que Patrick a abordé. Donc c'est une question presque éternelle en macroéconomie. C'est est-ce que les machines sont des substituts ou des compléments au travail? S'ils sont des compléments, très bien. S'ils sont des substituts, moins bien. Ça veut dire que certains travailleurs vont se retrouver au chômage ou avec des revenus très bas. Et là, malheureusement, alors, historiquement, les économistes disaient non, regardez, le progrès technologique s'est toujours bien passé, le chômage est resté bas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le problème, c'est que le progrès technologique, ce n'est pas toujours la même chose, ça prend des formes différentes. On pense aux robots, mais c'est plus général que ça. Et l'évidence qu'on a pour le moment, c'est que ces nouvelles technologies sont plus des substituts que des compléments. Il y a maintenant un certain nombre d'études académiques sérieuses qui montrent que dans les endroits où il y a plus de robots, il y a eu des pertes d'emplois. Alors, ça peut changer, mais je crois qu'il faut le prendre tout à fait sérieusement. Donc ces évolutions, à mon avis, elles vont continuer et ça donne de bonnes raisons de s'inquiéter. La bonne nouvelle, c'est que bien que la plupart des pays avancés soient sujets à ces mêmes forces, l'évolution de l'inégalité est très très différente dans les pays. C'est quelque chose qui est mal connu. Elle est très forte aux États-Unis, avec la disparition de la classe moyenne, en gros, mais elle est tout à fait limitée, par exemple, en France ou même en Angleterre, et ceci avant redistribution. Donc ça implique que les institutions, mais au sens large, pas nécessairement la redistribution, les institutions peuvent faire une différence, et donc c'est un facteur d'optimisme possible. Le point suivant, c'est pourquoi est-ce qu'on veut se battre contre l'inégalité? Alors, un certain nombre de gens ont essayé de montrer que l'inégalité tue la croissance. Parce qu'à ce moment-là, on a un argument tout à fait standard, la croissance c'est bon, l'inégalité c'est mauvais. Je crois que ce n'est pas vrai du tout. Je crois que l'inégalité et la croissance sont des phénomènes qui sont reliés, mais certainement l'inégalité, quelquefois, favorise la croissance. Si on pense à Elon Musk, par exemple, c'est quelqu'un qui fait des choses parce qu'il est très riche et qui certainement seront utiles à terme. Donc je crois qu'il faut être contre l'inégalité pour des raisons morales, ça me paraît tout à fait évident, et pour des raisons politiques, parce qu'on voit qu'il y a un rapport entre inégalité et populisme. Là, les études sérieuses montrent que le populisme n'est pas le seul facteur, l'inégalité n'est pas le seul facteur de populisme, mais il est un des facteurs et il est très important. Un point de détail ici, c'est que la perception, ce qui est important bien sûr, c'est la perception de l'inégalité. Il y a des différences énormes entre les pays, entre réalité de l'inégalité et perception de l'inégalité. Ce pays-ci étant l'exemple le plus frappant. Où on perçoit le plus. Où l'inégalité n'a pas augmenté,
si on utilise le Gini ou des coefficients de ce genre, et la perception de l'inégalité a terriblement augmenté. Donc il y a là un problème intéressant de communication. Alors, le dernier point, et j'ai fini, c'est est-ce qu'on a les outils pour ralentir cette évolution ou même la changer? La réponse est oui, on a les outils. On peut parfaitement utiliser l'impôt négatif, l'impôt sur les successions, pour ralentir ce processus. Je vais terminer avec ça. Il me semble malheureusement que, bien qu'on ait les outils, on va le faire trop tard. Et j'ai peur qu'il faille passer par une phase où les choses vont plus mal avant que les gouvernements réalisent l'urgence. C'est un peu comme le global warming que mentionnait Patrick. On est au courant, on sait que c'est là, mais il n'y a pas la volonté politique de le faire. Et j'ai peur que ça vienne trop tard. Merci beaucoup. Merci Olivier Blanchard. Oli, une question pour vous. Oli, a question for you. Vous avez dit dans votre exposé que ce sont ceux qui aiment le capitalisme, qui défendent le capitalisme, qui devraient être les premiers à le faire évoluer. Vous avez été parmi les fondateurs de Transparency International. Est-ce que ces ONG, aujourd'hui, vous diriez qu'elles font partie de ceux qui sont les plus efficaces pour transformer le capitalisme? I think that they probably have a lot of, they do have a stronger moral pedestal on which to arbitrate the conversation about what we need to do to improve capitalism. And I believe that in a world where we're better off when we crowdsource solutions. We're seeing that more often. When Olivier was speaking about networks, I put a note down that networks are not necessarily bad. It is a matter of how the networks are supported, how the networks are influenced. And so for global NGOs like Transparency International, which operate across countries and which bring civil society, government, and business together, we're going to see increasing more importance for those kinds of platforms to help support the process of change. Can I also say something about your organization? Yes, please. I think that this kind of economic debates that involve large audiences of citizens, this is going to be even more necessary. Part of the humility of the economic profession is going to be this idea that whatever thoughts the economists have will be challenged directly by citizens. That's absolutely important to drive the basis of policy choices that we can use. Merci beaucoup et c'est justement l'occasion de vous passer la salle. Si vous avez des questions dans la salle, vous levez la main, hop. Pas de questions? Si? Là-bas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut apporter un micro complètement en bas, à gauche, pour ceux qui descendront? Bon, le temps que le micro sorte de son étui et arrive en... Est-ce que je peux faire Alors, Olivier Blanchard. Plus une intervention sur l'optimisme raisonné de Hobby. Je ne suis pas absolument sûr que l'avenir soit aussi rose que vous le dites. J'ai peur que, vu la rhétorique du populisme, la première étape, ce soit plus de populisme, plus d'échecs, plus la démonstration de ce que vous avez dit, que les systèmes alternatifs ne marchent pas, avant qu'on revienne, j'espère, à des politiques plus raisonnables. Notre challenge à nous, c'est d'éviter ça. Mais c'est très difficile vu par rapport à une rhétorique où les gens proposent des solutions simples, des systèmes alternatifs simples, dont on sait, nous, qu'ils ne marcheront pas, mais qui sont très séduisants, et je le vois aux États-Unis. Et donc j'ai peur que malheureusement, il y ait un petit détour avant qu'on en arrive à là où vous voulez être. Merci. Une question là-bas. Vous pouvez vous présenter avant de formuler votre question. Allez-y, je vous en prie.
我不好意思，我用中文来讲。我的第一个问题呢，想问一下，今天这个会议很有意义啊，而且尤其是余华作为一个作家，刚才的发言我也听到了。那么我今天呢，关注到各位嘉宾都在讲一个不平等与贫困的主题，都提到了这样一个问题。我想呢，再问呢，在座的几位嘉宾啊，我想问一下，其实我们现在从美国包括欧洲，都出现了一个民粹主义，这个势力非常，这个民粹主义的这个势力啊，现在包括美国的贸易保护出现了一个国际化倒退的问题，而这个倒退呢，过去欧洲是主战场，尤其是法国、意大利、德国、欧盟呢，一直是坚持走国际化路线这样的一个主张。那么现在呢，我们谈到这个不平等和贫困如何来应对，而这个问题呢，恰恰现在在中国也是一个非常重要的一个主题。那么我们这个问题呢，是希望在座的经济学家也好，政治家也好，那么对不平等和贫困具体有没有一些在我们现在认为一些可行的建议？比方说，在中国现在掀起了一场对区块链、数字经济来解决贫困和不平等问题，各位怎么看这个问题？谢谢。Merci. Merci. Je pense que ça fera partie des sujets qui vont être examinés pendant les 48 prochaines heures et je suis sûr que beaucoup de gens qui sont ici dans la salle auront à cœur de relever ces sujets. Je vais demander à Patrick Artus s'il a un élément de réponse à donner à monsieur et surtout de faire la conclusion. Il me semble quand même, que une des données, un des grands risques qu'on a vu émerger là dans cette session et un des thèmes qui est revenu le plus souvent, c'est le temps. Est-ce que le temps sera suffisant pour essayer de trouver des solutions et pour maîtriser les risques qui sont en train de monter? Patrick? Oui, en 30 secondes, 2 messages, puisque nous avons droit à 2 messages. Je crois qu'est revenue assez souvent la question du bon gouvernement. Est-ce que c'est qu'un bon gouvernement par rapport à un mauvais gouvernement? Et aussi l'idée que les bons gouvernements deviennent bons sous la pression des citoyens et pas spontanément. Et donc, pour certains pays, il me semble que c'est un message important, hein, cette interaction entre les citoyens qui rendrait les gouvernements meilleurs et seulement s'occupant plus des inégalités, de l'éducation, etc. Il me semble que la seconde question qui est venue, c'est la question de l'acceptabilité ou de la capacité des populations à accepter les ruptures. Alors en Chine, on a vu qu'on a une évolution assez intéressante puisqu'on est passé d'une situation où tout le monde se suicidait quand il y avait une rupture à une situation où tout le monde paye par son téléphone portable. Mais il y a des pays où évidemment on voit que les ruptures technologiques dans la mondialisation sont extrêmement difficiles et donc là effectivement il y a une question de temps. Les ruptures vont trop vite pour une partie importante de la population et ceci est un facteur important d'inégalité. Donc je crois qu'il faut qu'on essaie nous de comprendre pourquoi dans certains pays, l'acceptabilité des ruptures est meilleure que dans d'autres. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on remercie très très chaleureusement Yu Hua, Olivier Zedli et Olivier Blanchard, ainsi bien sûr que Patrick Artus. Merci beaucoup à tous.